Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tueur en série. Aujourd'hui, je reçois Bernard Tellier. Bonjour Bernard. Bonjour. Bernard Tellier est un ancien négociateur du GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Il va décrypter pour nous la Casa del Papel. Alors la Casa del Papel, c'est un succès planétaire, mondial. C'est même, d'après les dires de Netflix, la série la plus regardée de l'histoire des séries. La Casa del Papel, sans rien dévoiler, c'est l'histoire d'un casse qui est avec une prise d'otage. Et pendant cette prise d'otage, ils font imprimer des billets qu'ils vont subtiliser. Voilà, je crois que je n'ai rien dévoilé. Vous pouvez regarder la série, vous verrez, ça marche très bien. Mais avant cela, je voudrais parler un peu de votre métier, Bernard. Et qu'est-ce que c'est qu'un négociateur ? Alors, un négociateur de crise, un négociateur au GIGN, c'est quelqu'un qui va privilégier l'échange de mots plutôt que l'échange de balles. C'est-à-dire que 90% de nos missions au GIGN sont réussies grâce à la négociation. Donc le négociateur, c'est analyser le comportement du preneur d'otage, essayer de trouver les bonnes phrases, les bons mots pour le ramener à la raison afin qu'il libère tous ses otages et qu'il se rende sans qu'on ait besoin d'utiliser les armes. D'accord. C'est uniquement des terroristes, il y a des forcenés, quelle typologie d'individus ? Alors il y a de tout. Il y a de tout. Ça va du terrorisme, en passant par les prises d'otages, oui. Les forcenés. Alors un forcené, c'est quelqu'un qui n'a pas d'otage, qui est retranché chez lui et qui tire sur tout le monde. Ça va sur des enlèvements aussi. Nous avons beaucoup d'enlèvements. Et puis ça va aussi sur des missions de guerre parce qu'on est militaire et on part en Afghanistan, au Mali, en Serbie. Il y a une différence entre le GIGN et le RAID ? Alors, le RAID, c'est une unité police, donc oui, civile. Le GIGN, c'est militaire. C'est la grosse différence. Mais d'accord, mais dans les faits ? Dans les faits, il y a une différence un peu dans la formation également, et puis dans le fonctionnement aussi. Il y a des choses qui diffèrent entre les deux unités, oui. Oui, d'accord, mais c'est une histoire de millefeuille qui est une spécialité de la France, de millefeuille administratif, ou alors il y a une raison pour qu'il y ait à la fois un service de police et un service de l'armée ? Alors, je pense que c'est bien déjà d'avoir deux polices. Il y a deux polices en France, la gendarmerie et la police. Oui. Donc chacun a leur groupe d'intervention. Ça permet d'être sur le même piédestal, tous les deux. Mais c'est pas à pile ou face qu'on choisit l'un ou l'autre. Ah non, il y a une compétence territoriale. D'accord, voilà. Ok, très bien. Alors, il n'y a pas des prises d'otages tous les jours, hein. Je suppose que vous ne tournez pas les pouces entre les prises d'otages. Qu'est-ce que vous faites ? Et combien il y a de prises d'otages ? Alors, des prises d'otages, je ne peux pas vous le dire, mais il y a à peu près 300, 400 interventions du GIGN. On l'appelle la force d'intervention maintenant, par an. Donc c'est énorme quand même, ça fait une par jour. Et alors, on est 4 groupes, donc on ne travaille pas tous les jours, mais lorsqu'on ne travaille pas, on a des entraînements extrêmement lourds pour faire face justement à toute situation. Pour vous donner un exemple, on a eu 7 morts à l'entraînement, on n'en a eu que 2 en mission. Les entraînements sont peut-être même encore plus durs que les missions parce qu'on veut vraiment être au top le jour J. Alors dans la Casa del Papel, le négociateur, il est en dehors de l'unité d'assaut. Je crois qu'en Angleterre c'est comme ça, donc peut-être en Espagne aussi, si la Casa del Papel est fidèle à ce qui se passe en Espagne. Est-ce que c'est le cas en France ? Alors le RAID, c'est pareil, ils ont leur négociateur, c'est vraiment une spécialité. Nous, on a un tronc commun, c'est l'intervention. C'est-à-dire que dans une colonne d'assaut, vous avez une dizaine de personnes, et 10-12 personnes, ça dépend des missions, et chaque personne a une spécialité. Vous avez un négociateur, il monte à l'assaut comme tout le monde. Quand on n'a pas besoin de lui, il reste dans la colonne d'assaut. Si on a besoin de lui, il sort de la colonne d'assaut. Mais vous avez également le spécialiste explo, le chuteur opérationnel. J'étais également chuteur opérationnel, c'est-à-dire qu'on est largué par avion ou par hélico dans un pays étranger pour l'arrestation de criminels de guerre. Et nous avons le tireur d'élite, je crois que je l'ai dit. En fin de compte, c'est 10 spécialités. Quand on a besoin d'une spécialité, on la pioche dans la colonne d'assaut, et puis il va faire sa spécialité. D'accord. Vous vous sentez plutôt un homme d'action ou un criminologue ou un comportementaliste, enfin... Un peu de tout, on va dire, un peu de tout. Il y a une très belle phrase au GIGN qui dit agir en homme de réflexion et réfléchir en homme d'action. Et donc voilà, on est un peu de tout ça parce que on rentre au GIGN parce qu'on adore l'action, on adore le risque, mais faut savoir le maîtriser, pas être des jeunes fous qui courent partout. Donc on veut une certaine maturité également. D'accord. Alors, dans la série La Casa del Papel, le négociateur, qui est une femme, elle fait tout, en fait. Elle n'est pas simplement une interface entre les ravisseurs et le PC, qui est installé près du CAS. Elle mène une enquête, elle échafaude des hypothèses. C'est elle qui décide s'il y a l'assaut ou pas l'assaut. Vous, comment ça se passe ? Alors, il y a une règle de base au GIGN, c'est celui qui négocie ne décide pas.
Et celui qui décide ne négocie surtout pas. Parce que si vous détenez tous les pouvoirs, eh bien, comment voulez-vous qu'on vous contredise? Ce n'est pas possible. Donc, le négociateur se concentre sur la négociation, mais a quand même un gros travail de recherche. Il va rechercher du renseignement, il va se renseigner sur son preneur d'otages pour mieux dialoguer avec lui. Donc il va interroger les familles des otages, il va interroger la famille du preneur d'otages si on arrive à la localiser, il va interroger les témoins, même certaines victimes qu'on a réussi à sauver, et à partir de là, il va se faire une idée. Après, moi, ce que je faisais sur chaque mission, c'est que j'allais jusqu'à la porte du preneur d'otage. C'est-à-dire que je prenais un risque énorme parce que s'il sortait, je pouvais attraper une balle. Hein. Donc j'allais quand même avec le groupe d'intervention, avec 2 personnes du groupe d'intervention. Mais pourquoi j'allais jusqu'à sa porte? Parce qu'une fois à sa porte, j'entendais les pleurs des otages, j'entendais les sanglots des otages, j'entendais les cris du preneur d'otage, l'énervement du preneur d'otage, et ça me permettait de m'imprégner émotionnellement de la mission. Et à partir de là, tellement j'étais imprégné, j'étais beaucoup plus percutant et je pouvais mieux mener ma négociation. D'accord. J'ai un peu l'impression que si on prend pas le raid, le négociateur étant pas une partie intégrante de l'unité d'assaut, est-ce qu'il jouit quand même d'un certain crédit vis-à-vis de ceux qui vont mener l'assaut? Parce qu'au fond, s'il ne cède pas aux ravisseurs, il n'en portera pas les conséquences. Alors, justement, l'avantage du GIGN, on est une seule unité à fonctionner comme ça, c'est que, étant donné que on fait partie du groupe d'assaut, oui, c'est qu'on est reconnu par le groupe d'assaut. C'est-à-dire que quand le négociateur dit quelque chose, le groupe d'assaut l'écoute parce qu'ils savent très bien que techniquement, on est au même niveau qu'eux. Donc on ne va pas dire des choses qui sont complètement désuètes. Et il y a une certaine reconnaissance du groupe d'assaut et puis il y a un certain respect aussi. C'est pour ça que ça fonctionne très bien et c'est pour ça qu'on n'est jamais en conflit, le négociateur et le groupe d'assaut. D'accord. Dans la série toujours, le Casa de Papel, puisqu'on décrypte la Casa, dans la Casa de Papel, il y a des tensions dans le PC entre les services, oui, entre le renseignement et le négociateur. Est-ce que c'est plausible en France? Non, franchement, au GIGN, j'ai fait 10 ans en tant que négociateur au GIGN, je n'ai jamais eu une tension en mission. Imaginez si on commence déjà à avoir une tension en mission, c'est foutu. On n'a pas besoin de ça, on a besoin de se concentrer, on a besoin d'avoir toute notre énergie pour parler à ce preneur d'otages, pour sauver les otages. Donc il y a vraiment une unité, une unification qui se crée en mission. Et alors, c'est pas le monde des bisounours, hein, le GIGN. Il y a des gens avec qui je m'entends pas, il y a des gens qui m'apprécient pas. Mais en mission, peu importe la personne qu'on a avec nous, ça reste un binôme et on va tout faire pour l'aider et lui va tout faire pour m'aider. Qu'on soit dans la colonne d'assaut ou qu'on soit négociateur. Alors, sans révéler dévoiler des choses dans la série, dans la Casa de Papel, on voit des chirurgiens intervenir et opérer sur un blessé à l'intérieur de la scène de la prise d'otage. Hein. Est-ce que c'est possible et jusqu'où on peut accepter les revendications d'un ravisseur? Je demande à un Boeing, à un Airbus, un hélicoptère. Jusqu'où peut-on aller? Ouais. Alors, c'est possible hein, de soigner quelqu'un à l'intérieur, au plus près des preneurs d'otages, mais difficilement réalisable. Là, c'est un film, hein, donc on peut faire tout ce qu'on veut, mais en réalité, on n'ajouterait pas des potentiels otages dans une banque. Même avec des médecins militaires. Même un médecin militaire peut être pris en otage aussi, hein, oui, et ça reste un humain. Donc ça va nous compliquer l'affaire. Donc on va tout faire pour dire on va vous le soigner, mais vous le sortez. Et on va négocier là-dessus pour la sortie des personnes qui ont été blessées pour les soigner à l'extérieur. Et c'est là-dessus qu'on va jouer sur l'émotionnel, justement, pour les soigner. Après, jusqu'où on peut aller dans l'acceptation des revendications. Moi, quand il y a quelqu'un qui revendique quelque chose, psychologiquement, je me frotte les mains. Pourquoi? Parce qu'il a un besoin. Une revendication, c'est-à-dire que la personne en face de moi a un besoin. Et c'est moi l'intermédiaire. Donc il doit compter sur moi pour satisfaire son besoin. Et à partir de là, je vais valoriser son besoin. Extrêmement le valoriser. Pourquoi? Parce que plus le besoin va être désiré, plus le besoin va être cher, plus il va le payer cher. Et le payer cher, c'est quoi? Ça se compte en nombre d'otages. Plus je vais pouvoir négocier des otages pour atteindre son besoin. Il y a des besoins qui ne peuvent pas être satisfaits. Si si on prend en otage, par exemple, des athlètes juifs, comme ça avait été le cas aux Jeux Olympiques, et qu'on demande la libération des territoires occupés, on se rend bien compte que c'est pas possible. Quoi. Ouais. Donc il y a quand même des choses qu'on n'arrive pas à comment dirais-je, à satisfaire. Bien sûr. Alors justement, il y a une chose qui est intéressante dans la Casa de Papel, enfin intéressante, il joue la carte politique.
Il joue la carte entre guillemets des sympathiques anarchistes. On a la chanson Bella Ciao qui était la chanson que chantaient les républicains ou les communistes comme on veut qui se battaient contre les armées franquistes pendant la guerre d'Espagne. Et il y a ce petit côté, je dirais pas Robin des Bois parce qu'ils volent pas pour donner aux autres, ils volent pour eux quand même. Mais il y a ce côté je suis un petit, je prends aux très riches. Tout ça est un petit peu faux quand même parce qu'ils veulent, je crois, 2300 millions, de millions, attends, 300 millions d'euros. C'est-à-dire, c'est 9 fois, j'avais calculé que c'est à peu près 9 fois l'impôt sur le revenu, donc c'est quand même, pour la collectivité, assez lourd. Donc, il y a quand même une chose qui est intéressante dans ce côté politique, c'est finalement on peut se demander si psychologiquement un ravisseur politique est différent d'un ravisseur crapuleux ou d'un fou. Si on prend les trois cas possibles, quoi. Et à votre avis, c'est plus dangereux, c'est moins dangereux, c'est plus... Alors déjà, il y a deux grosses prises d'otages. Il y a des prises d'otages passionnelles. Donc, c'est-à-dire que l'émotionnel rentre en compte, c'est-à-dire des prises d'otage, un homme prend en otage son épouse ou un voisin. Puis il y a des prises d'otage rationnelles. Les soldats dans une banque où, sur le fond, on veut de l'argent, on veut de la liberté, alors que les autres, c'est plutôt faire souffrir quelqu'un. Et puis, au milieu de tout ça, moi je dirais qu'il y a des semi-rationnels et passionnels. Ce sont toutes ces prises d'otages politiques, on va dire. On va se servir de la population, on va terroriser la population pour forcer un gouvernement à plier. Et donc c'est extrêmement compliqué parce que on se bat contre une idéologie et c'est extrêmement dur de se battre contre une idéologie. D'accord. C'est le cas de l'hypercachère, quoi. Par exemple, l'hypercachère, oui, on voit, c'est le terrorisme islamiste en général. Le problème avec eux, c'est qu'ils n'ont pas de besoin. Eux, ils se battent pour mourir. Oui. À partir de là, que voulez-vous négocier ? Il n'y a rien à négocier, donc c'est extrêmement dur. Ou des besoins qu'on ne peut pas satisfaire. Tout à fait. Voilà, oui, bien sûr. Alors, le professeur qui organise le CAS, c'est celui, le cerveau, on va dire, de l'opération. On le présente de manière très courtoise, il parle bien, il utilise la forme interronégative, et il se rend sympathique auprès du négociateur. Il finit même, je peux le dire, parce que très vite ça vient dans la série, il tombe amoureux même du négociateur. Est-ce que ça c'est possible, c'est plausible ? Est-ce que le ravisseur essaie de se rendre sympathique auprès du négociateur parce que c'est le seul lien qu'il a avec l'extérieur, c'est lui qui décide de l'issue. Enfin, en tout cas, on peut s'imaginer que c'est comme ça qu'il pense. Ou est-ce qu'au contraire, il est très agressif vis-à-vis du négociateur ? Alors, il faut savoir que la Casa de Papel, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que eux, ils attendent l'arrivée des forces de l'ordre. Mais en général, il n'y a aucun preneur d'otages, aucun du grand banditisme qui attend les forces de l'ordre. Ils se sauvent avant les forces de l'ordre. Donc, une fois que les forces de l'ordre sont là, ils sont à peu près piégés. Donc, c'est vrai qu'il n'y a que le négociateur qui va leur servir d'intermédiaire. Mais en général, ça se passe très très mal dès le début. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont fait piéger et il y a l'instinct animal qui prend le dessus. L'instinct animal, c'est un instinct de survie. Ils veulent s'en sortir, donc ils sont très agressifs, ils menacent et c'est à nous de les calmer. Et là, je dirais, c'est l'inverse. C'est nous qui allons paraître sympathiques vis-à-vis de notre preneur d'otage. On va tout faire pour le tomber dans la sympathie. Alors, il y a une différence entre l'empathie et la sympathie. Moi, en tant que preneur d'otage, je vais rester dans l'empathie pour comprendre pourquoi il a fait ça, comprendre ses émotions et comprendre pourquoi il a fait cette prise d'otage. Mais je vais faire mon maximum pour qu'il tombe dans la sympathie. Pourquoi ? Parce que quand vous avez quelqu'un de sympa avec vous, vous n'osez pas lui dire non et vous lui pardonnez beaucoup de choses. Et là, s'il n'arrive plus à me dire non, c'est gagné pour moi. Mais moi, je reste dans l'empathie, je n'irai pas plus loin. Et lui, son attitude est agressive plutôt ou... Oui, tout le temps. Au début, c'est toujours agressif, mais justement... on va se servir de cette agression pour qu'il oublie les otages. C'est-à-dire que je vais servir de punching ball, en fin de compte, émotionnel. Il va décharger sa colère sur moi, parce que moi, j'arrive à garder mes émotions, j'arrive à ne pas répondre à la colère par de la colère, je ne vais pas avoir peur, et je vais le laisser décharger son sac sur moi, parce qu'il vaut mieux qu'il le décharge sur moi que sur un otage. Une fois qu'il aura déchargé son sac, c'est là où je vais commencer à négocier, mais surtout pas avant. Dans un premier temps, je l'écoute pour qu'il décharge son sac émotionnel, pour enfin... Vous faites pas une thérapie quand même. Non, je fais pas une thérapie, mais c'est de l'écoute. C'est vraiment de l'écoute sincère. Et à partir de là, je vais essayer de comprendre pourquoi il a fait ça. Et je peux vous assurer que, pratiquement à chaque coup, ils ont des parcours de vie extrêmement durs. Ils ont eu des événements catastrophiques dans leur vie. Et je me dis, si j'étais à leur place, peut-être que j'aurais été capable de faire la même chose. Ouais. On ne va pas dire que je suis un privilégié, mais j'ai peut-être eu une vie plus facile qu'eux. Et à partir de là, je ne les juge pas. Et c'est l'essentiel. À partir de là, s'ils ne se sentent pas jugés, ils se confient.
Oui, je me souviens très bien dans mes, je faisais du droit et en faculté j'avais des cours de criminologie qui étaient assez amusants d'ailleurs et on étudiait les profils psychologiques. Alors c'est vrai il y a 30 ans, enfin peut-être un peu plus même, je ne veux pas dire mon âge. Et donc bref, toujours est-il que on montrait que finalement celui qui était le plus sanguinaire était plutôt de taille assez élevée, celui qui était plutôt rationnel était plutôt de taille petite, enfin des choses de ce genre-là. Je ne dis pas que c'est ça exactement, mais enfin à l'époque vraiment c'était écrit noir sur blanc dans les cours de criminologie. Oui. Est-ce que c'est encore le cas ou est-ce que ça peut désuéter tout ça ? La taille n'a rien à voir là-dedans. Maintenant c'est vrai qu'il y a des... La taille ou d'autres profils après, morphologiques on va dire il y a des caractères et qui sont plus prédisposés à être sanguins, à être agressifs. Il y en a d'autres qui sont plus prédisposés à être cool, à être dans l'empathie. Et donc, on a des questions, on a des questions pour savoir quel caractère on a en face de nous. Et si nous avons un type de caractère, quelqu'un qui est dans l'empathie, on va plus jouer sur l'empathie. Si on a quelqu'un qui est plus dans la colérique, on va plus jouer sur le fait de décharger ses émotions, reconnaître sa version pour justement qu'il flatter son ego, pour qu'il se calme en nervosité. Oui, d'ailleurs, dans la série, on a un individu qui est important, c'est en dehors du cerveau, c'est Berlin. Ils ont tous des noms de villes, donc les preneurs d'otages, ils se donnent des noms de villes. C'est Berlin. Berlin est un individu donc qui a, je peux le dire parce que c'est dans le premier épisode, et Berlin est quelqu'un qui a 3 ou 4 mois, il lui reste 3 ou 4 mois à vivre, donc il n'a plus rien à perdre. C'est à la fois aussi un manipulateur, c'est-à-dire que c'est un... narcissique aussi, un peu narcissique, un pervers narcissique on va dire. Et initialement dans le tout premier scénario, il n'y avait pas que Berlin qui avait 3 mois à vivre. En fait, le professeur recrutait que des gens qui devaient mourir dans quelques mois. Donc, il n'avait plus rien à perdre. C'est pour vous, le profil psychologique, c'est la première des démarches que l'on fait quand on a un forcené, quand on a quelqu'un de ce type-là. C'est la première démarche ? Oui, c'est la première démarche. C'est important, ce profil psychologique. Pourquoi ? Parce que on s'exprime tous par notre langage. Et un langage entraîne des besoins. Si vous n'arrivez pas à satisfaire le besoin psychologique de la personne que vous avez en face de vous, qui est en fonction de son caractère, c'est comme si vous mettiez du kérosène dans une voiture. Ça ne va pas fonctionner. Ou du diesel dans un avion, ça ne va pas fonctionner. Donc c'est de lui donner la bonne énergie. Pour donner la bonne énergie, il faut comprendre son caractère et comprendre de quels besoins il a. Et à partir de là, si vous avez compris son besoin, ça va beaucoup mieux. D'accord. En 2014, il y a eu un coup de filet qui a permis de démanteler, démanteler un peu un projet d'une attaque d'une banque, enfin c'est pas une banque, d'une usine de production, de billets à Rennes. C'est 3 ans avant la Casa des Papel et c'est exactement le même scénario. C'est-à-dire, ils veulent construire un tunnel, ils veulent imprimer des billets, prendre des billets, etc. Donc on peut imaginer que la Casa des Papel s'est un peu inspirée de l'affaire de Rennes. Donc il y a une part de véracité quand même entre la Casa des Papel et la vérité, enfin ce qui est plausible en tout cas. Est-ce qu'il y a vraiment des éléments qui vous semblent plausibles et des éléments qui vous semblent absolument incohérent et invraisemblable dans la Casa des Papel, en résumé. Le fait d'attendre les forces de l'ordre et jouer avec eux, c'est pas possible. Parce que, comme je vous l'ai dit, en général, ils essayent de se sauver avant que les forces de l'ordre arrivent. Et ça, c'est absolument pas possible. Le fait aussi que le négociateur s'implique trop émotionnellement dedans, ce n'est pas bon, ce n'est pas possible. Et le fait aussi qu'il soit des fois un peu hautain ou un peu agressif. Je ne sais pas le terme exact, agressif, c'est un peu, on va dire agressif avec les preneurs d'otages. Ça, on ne le fait jamais. On ne le fait jamais parce qu'on a tout de suite peur qu'ils se vengent sur un otage. En fin de compte, pour décharger sa colère, il faut une cible. Et si vous n'avez pas la cible en face de vous, vous allez la décharger sur une autre cible. Donc à partir de là, on fait tout pour être sympathique, comme vous l'avez dit au début, mais jamais on ne réagira comme ils ont réagi dans la Casa des Papel. D'accord. Alors, petite question, la Casa des Papel, vous avez aimé ou pas aimé ? J'ai adoré.
J'ai adoré, même si je couvre complètement, ce n'est pas forcément la réalité. Hein, et d'ailleurs, il ne faut jamais regarder la Casa de Papel avec moi parce que j'arrête pas de dire mais ça c'est pas vrai, ça c'est pas possible. Mais dans le fond, j'adore parce qu'il y a de l'émotion, ils sont très forts, hein, il y a de l'émotionnel, il y a du suspense, il y a de l'action. Et donc oui, j'adore. Ouais. C'est bien, c'est vrai. Il y a quand même une chose qui est très importante qu'on retrouve dans la Casa de Papel et qu'on retrouve également dans d'autres séries, c'est que finalement, il n'y a pas deux pôles, c'est-à-dire d'un côté le PC et de l'autre côté, je dirais, la scène de crime, mais il y a un troisième pôle qui sont les médias. Et on voit qu'au fond, les décisions qui sont prises, elles sont autant vis-à-vis de la situation telle qu'elle se déroule à l'intérieur de la scène de crime, que vis-à-vis des médias. Donc les médias jouent un rôle très important et on voit d'ailleurs très nettement la Casa de Papel ils sont à l'écoute de la télévision et on voit la télévision qui dévoile des choses et en même temps c'est utile pour les preneurs de tâches. Est-ce que pour vous ce pôle médiatique qui existe, qui divulgue des informations qu'il ne devrait pas divulguer, est-ce que pour vous c'est un handicap? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Est-ce que vous avez le contrôle sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas? Alors c'est souvent un handicap parce qu'ils dévoilent des informations, parce que c'est normal, hein, chacun son métier, ils n'arrivent pas à comprendre certaines choses, et puis ils sont dans l'action aussi, hein, les journalistes. Donc ils dévoilent certaines choses qui peuvent nous poser beaucoup de problèmes par la suite. Donc en général, on essaye de faire de la rétention d'informations vis-à-vis des journalistes, ou alors si on leur donne, on joue sur le facteur franchise, on dit voilà, ne le divulguez pas maintenant, attendez. Il y a des moments où on préfère maîtriser l'information, leur donner et qui nous donnent leur parole, qui ne vont pas la divulguer. Et puis il y a des moments, on peut se servir d'eux aussi. Voilà, on peut se servir d'eux pour envoyer des fausses informations, pour savoir comment ça va réagir à l'intérieur, et puis après on s'excuse. Alors, dernière question. Quel rôle vous auriez aimé jouer dans la Casa de Papel? Votre rôle? Non, le truand. Lequel? Ah, bah le psychopathe Merlin? Le professeur, je pense. Le professeur. Celui qui planifie tout. Oui, parce qu'il planifie tout. Et vous savez, au GIGN, c'est exactement ça. Quand vous arrivez sur une prise d'otage, vous planifiez tout. Donc on retrouve un peu cette méthode, le briefing. Vous avez vu le briefing au début et tout ça. Et donc on va choisir les personnalités, qui va être à l'action, qui va être le premier de la colonne d'assaut, qui va être le dernier, qui va être... Et donc on retrouve un peu le système GIGN dans la planification, et c'est ce côté-là me plairait beaucoup. Ouais. D'accord, très bien. Et puis on gagne beaucoup plus. Ah, parfait. C'est pas très moral tout ça. Eh bien, sur ces paroles pas très morales, je vais quitter nos téléspectateurs. Je vous remercie infiniment Bernard, et je vous dis à bientôt pour un prochain Tueur en série.